Chers amis et chers ennemis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Merci d'abord et avant tout d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter et à nous discuter, et parfois même, comme on disait autrefois, dans un français approximatif mais si charmant, à nous disputer. Alors cette semaine, c'est la justice ou l'injustice qui fait l'actualité. D'abord, l'incroyable cambriolage du Louvre. Regardez les images, regardez cette scène ahurissante qui a lieu en plein Paris, sous le regard des passants honnêtes, comme disait la chanson. Regardez, ça se passe à Paris, en plein cœur du Louvre. Des cambrioleurs, en utilisant une nacelle, pénètrent par une vitre fragile à l'intérieur du Louvre pour y dérober des joyaux extraordinaires. Alors vous me direz, ces joyaux qui ont été dérobés, ils ne sont pas extraordinaires pour tout le monde. Regardez cet article du Monde. Les bijoux volés au Louvre ne valent que pour leurs métaux précieux. Ce sont surtout des objets désuets et encombrants. Les bijoux, les objets volés, des objets désuets et encombrants, désuets et encombrants. Non mais vous vous rendez compte à quoi ce journaliste, qui est rédacteur en chef, je crois, vous le verrez sur l'image, réduit comme un réducteur de tête l'ensemble de notre histoire en objets désuets et encombrants. Il pourrait quasiment rejoindre le club présidé par Apathy qui voulait lui brûler Versailles. Tout peut être désuet et encombrant, hein, tout. La conciergerie au palais de justice, la galerie des glaces, la Joconde, quand on est C, 3 points de suspension pour être poli, et qu'on a absolument dans la tête rien qui permet d'appréhender la beauté immatérielle, comme peut l'être du reste un poème de Ronsard, de Verlaine, de Hugo, d'Apollinaire, qui a été mis en garde à vue parce qu'on l'avait soupçonné d'avoir volé la Joconde. On peut effectivement considérer que tout est désuet et encombrant dans l'histoire de France. Personnellement, moi, ce que je trouve désuet et encombrant, c'est le monde. Mais ça, c'est loin d'être un objet d'art. Mais rendez-vous compte qu'il y a des journalistes qui sont capables de réduire par idéologie notre histoire, la plénitude de notre histoire dans ce que les objets qui la caractérisent peuvent représenter à des objets désuets et encombrants. Ce qui m'encombre de plus en plus, moi, ce sont les abrutis qui, outre la plume du pan, ont la plume du vent et écrivent ici et là et se croient importants alors qu'ils ne sont qu'évanescents et bêtes. Les objets de notre histoire, moi je les respecte, je les vénère même. Jamais la couronne d'un roi, jamais le sceptre d'un roi, jamais le monument de la France, où qu'il soit, ne sera désuet et encombrant. Bon, passons sur cet imbécile et revenons à nos cambrioleurs du Louvre. On a dit que c'était une équipe remarquable de professionnels, et je ne sais pas si vous avez regardé Quelle semaine de la semaine dernière, mais à vue de nez, j'avais diagnostiqué que c'était forcément des branquignoles, mais qui avaient derrière eux, quelque part, des hommes capables, sur le plan international, de fourguer les bijoux.
Or, on vient d'arrêter 2 individus originaires, sauf erreur de ma part, parce que tout évolue, de la Seine-Saint-Denis, déjà connus pour des faits de cambriolage et qui ont été appréhendés, l'un quand il partait non pas pour Moscou, il faut le reconnaître, mais pour l'Algérie, et l'autre non pas pour Moscou, mais pour le Mali. Oui, non, mais là, je ne commenterai pas sur la destination des fuyards. Elle est, comment pourrais-je dire, banale, et tout commentaire, bien sûr, serait déplacé. Oui, il n'allait pas à Venise, il n'allait pas à Moscou, il n'allait pas à Londres. Non, non, ils allaient en Algérie et au Mali, voilà. C'est comme ça. Et ils sont originaires de la Seine-Saint-Denis. C'est probablement la fréquentation de l'historique basilique de nos rois de France qui les aurait inspirés pour aller cambrioler les vestiges respectables des grandes monarchies, fussent-elles impériales ou royales. Alors ils ont été arrêtés et ils sont maintenant en garde à vue. Elle peut durer 96 heures, et quand j'aurai enregistré cette émission et que vous la verrez, probablement que les choses auront évolué. Pendant ces 96 heures de garde à vue, les policiers, bravo d'abord, chapeau. Bon, vous me direz, il faut reconnaître que les cambrioleurs à la nacelle ont laissé suffisamment d'empreintes pour qu'on les retrouve, ce qui prouve qu'on avait vraiment affaire à des blaireaux efficaces du cambriolage, mais vraiment pas à des Arsène Lupin, parce que pour laisser derrière soi autant d'empreintes exploitables, il faut être quelque part quand même, entre nous, un peu nul. Ils avaient bien sûr à l'intérieur un complice, car sinon comment auraient-ils pu? Alors à mon avis, là encore, je fais un pari, on va peut-être le retrouver parmi les membres du service de sécurité, ce qui va amener à s'interroger une fois de plus sur le recrutement dans ces officines privées qui assurent maintenant la sécurité un peu partout. Ça va être un autre épisode. L'important, bien sûr, maintenant, c'est de retrouver le lopin des lupins. Et ça va peut-être pas être facile, mais il faut espérer qu'on aura la chance de remettre la main sur les bijoux et qu'ils ne sont pas encore partis ou planqués. Et que les gardés à vue pourront indiquer où ils ont caché ces bijoux. Mais on en arrive à la conclusion de base. Comment est-ce possible? Comment des individus ont-ils pu, à l'aide d'une nacelle, pénétrer à l'intérieur du Louvre sans que les systèmes de sécurité fonctionnent, sans que les vigiles de sécurité n'interviennent, sans que personne ne réagisse? Alors, ce n'est pas parce qu'on a arrêté les voleurs qu'il faut s'arrêter en même temps de se poser les bonnes questions, parce que tous nos musées sont en péril, tous nos musées sont menacés. Et encore une fois, pour moi, ce qu'il y a dans nos musées, ce ne sont pas des objets désuets et encombrants, c'est notre histoire. Et oui, et à la différence de ce journaliste du Monde, j'aime mon histoire, j'aime mon patrimoine, et je le considère comme vivant, comme existant. C'est ce qu'on appelle l'histoire, voilà. Mais beaucoup de nos musées, comme beaucoup de nos églises, sont livrés aux pillards, parce qu'il y a maintenant aussi, parmi nous, des pillards. Alors toutes ces questions, il va falloir essayer de les résoudre. Je ne pense pas que ce gouvernement y parvienne, je ne pense pas que ce pouvoir y parvienne, mais ça devient une nécessité vitale pour le patrimoine de la France. Alors pendant l'interrogatoire, bien sûr, moi je vous parle d'un monde que je connais et que je me permets au passage de vous signaler que je le raconte dans mon dernier livre. Notamment, je raconte comment s'est déroulée la garde à vue des assassins du juge Michel. Et là, on entre vraiment dans les
le huis clos de la garde à vue, et l'on voit comment les policiers, dans une espèce de jeu de rôle, dans une espèce de rhétorique très primaire, essayent d'obtenir finalement des renseignements. Je ne sais pas s'ils y arriveront, on va le savoir, et dans très peu de temps, on va le voir. Mais l'autre affaire dramatique, celle-là, la première prête à sourire, la deuxième prête à pleurer, c'est l'affaire Lola. Elle a été enfin condamnée. Elle a été enfin condamnée. Et au sortir de la cour d'assises, au moment où le verdict est tombé, les parents ont parlé, écoutez-les, ils ont dit « on a eu ce qu'on voulait », ils veulent que la peine soit bien sûr incompressible, écoutez-les, c'est émouvant. Merci à la justice. On est content de la réponse qu'on a eue. Même si ça ne nous ramènera pas Malola, on croyait en la justice et on l'a eu. On l'a eu. Merci. Merci pour le soutien de tous. Merci. Et du coup, merci de ne pas insister. Merci. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'aucun député LFI n'ait fait un commentaire. Regardez, on a le fil, aucun commentaire. Eh oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'une immense partie du système médiatique ne voulait pas parler de l'affaire Lola. Et que finalement, on a bien été obligé d'en parler parce que l'émotion a été si forte qu'on en est arrivé à en parler. Le drame, c'est que il y a eu bien sûr le drame, mais quelle était cette criminelle sous OQTF? Et que si l'OQTF avait été appliquée, elle n'aurait pas été là. Je veux être ici intraitable. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Et je souhaite qu'on prenne toutes les dispositions de camp, d'organisation, dès les prochains jours, prendront ces dispositions d'organisation, mais ça veut dire aussi qu'on doit être plus efficace dans nos politiques de reconduite. Et si elle n'avait pas été là, c'est une lapalissade sanglante, elle n'aurait pas commis son crime. Mais c'est pour ça qu'il ne fallait pas en parler. C'est pour ça que le système a voulu empêcher qu'on en parle. Parce que il ne fallait pas dire, une fois de plus, sa nationalité, son origine. Il ne fallait pas dire qu'elle était sous OQTF. Il ne fallait pas raconter son histoire ignoble. Il fallait se taire. Sinon, on était accusé d'instrumentaliser. Mais il faut instrumentaliser. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'à l'instant où le verdict est tombé, tout le monde en a parlé, tout le monde l'a commenté. Et on s'est félicité qu'il y ait une peine incompressible. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si dans 30 ans, il n'y aura pas le moyen d'obtenir que l'incompressibilité n'existe plus. Alors il y a des gens qui sont intervenus, on peut les écouter pour dire que c'était terrible. Mais certains avocats dénoncent le principe de la peine infligée à Dabia Benkired. Il faudra que dans 30 ans, elle présente des gages sérieux de réinsertion sociale. Après tant de temps de prison, on imagine que c'est quasi mission impossible. C'est une peine de mort lente qu'on ne veut pas voir, mais c'est une peine de mort. La peine, au bout de 30 ans, peut-être, ne puisse pas être amoindrie, révisée. Mais il ne faut pas qu'elle le soit. Parce que c'est la volonté de la justice populaire que la peine soit incompressible. Et quand des membres de la cocarde vont manifester pour rappeler au souvenir de Lola,
des antifas. Regardez les images. Allez, avancez, avance. Malade. Oh. C'est malade, les antifas, là. Les agressent. C'est quoi ce pays où on ne peut pas rendre hommage à une victime sans des fachos qui se disent antifachos viennent exercer la violence? Vous me direz, il y a une autre forme de violence, hein, c'est quand le maire de Marseille, Payen ou Payan? Non, Payen c'est un lapsus. Il n'est pas Payen, il est Payan. Se permet d'interdire le film Sacré-Cœur et que la justice vient lui mettre dans sa laïcité un grand coup de pompe. Regardez-le en train de s'expliquer. Vous me dites, monsieur le maire, que sans les conseils de ces différents avocats et juristes que vous avez consultés, vous auriez autorisé ce film, ce qui signifie donc qu'aujourd'hui, vous êtes un maire satisfait par cette décision de justice. En tout cas, la justice a parlé, et une fois qu'elle a parlé, on s'en tient. J'aurais pu faire appel, j'aurais pu m'obstiner. Je pense qu'il y a assez de polémiques autour de tout ça. Vous savez, j'ai reçu depuis cette affaire-là, parce qu'en fait, ce qui a été raconté, alors, absolument pas sur votre antenne, où les choses ont été plutôt claires. Les gens ont raconté que j'avais interdit le film dans la ville, que personne ne pouvait voir le Sacré-Cœur à Marseille, ce qui ne veut rien dire. Marseille, c'est une ville, c'est la plus grande ville de France consacrée au Sacré-Cœur. Elle est consacrée au Sacré-Cœur depuis la peste de 1723. Je ne suis pas un censeur, je ne m'érige pas en censeur, et je considère que les gens ont le droit d'avoir la foi, ont le droit de croire ou de ne pas croire dans cette ville, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient athées, bouddhistes, ils sont ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de vivre ensemble leur foi ou de ne pas la vivre s'ils ont décidé de ne pas en avoir. Mais, encore une fois, vous comprenez bien que dans la période, quand vos avocats vous disent, quand les avocats de la ville, quand le service juridique de la ville vous disent non, ça n'est pas possible, je ne veux pas prendre le risque. La justice dit oui, c'est possible, c'est programmé. Vous prévoyez de changer d'avocat peut-être, monsieur le maire? Je ne m'amuse pas. En général, j'endosse la responsabilité. J'essaie de ne pas me cacher derrière mon petit doigt, mais en tout cas, j'essaierai de prendre beaucoup plus d'avis la prochaine fois. Un tout dernier mot avant de vous libérer. Il faut être sage dans la vie. Pardon, excusez-moi? Il faut rester sage dans la vie. Payen, le païen, regardez-le, lui qui fréquente toutes les inaugurations de mosquées. Le tribunal lui a donné tort. Les choses bougent, avancent, peut-être. Grâce à vous aussi, parce que vous n'acceptez plus. Vous réagissez, vous bougez. Tant mieux, merci et bravo à tous ceux qui, de tous les côtés, se battent, s'organisent. Toxin, Frontières, Boulevard Voltaire, CNews, De Villiers, toutes ces voix qui enflent contre l'écrasante tempête de l'extrême gauche. Merci de nous rejoindre et cliquez sur la petite cloche qui fait de plus en plus de bruit parce qu'on n'accepte plus de voir la France détruite par des abrutis qui considèrent que notre histoire, qu'on aime tant, est un objet désuet et encombrant. Les encombrants, ce sont eux. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de cliquer. Merci. Au revoir.